Bonjour, aujourd'hui on va parler dans notre cours de réglementation canadienne en matière de radiodiffusion et de télécommunication de la propriété intellectuelle. Je vais vous inviter dès maintenant à regarder le premier clip sur Captain Marvel. On va en parler très bientôt. Les thèmes qu'on va regarder vont être en général la propriété intellectuelle. Ensuite, on va regarder les brevets, les secrets industriels, le droit d'auteur et les marques de commerce. Captain Marvel. C'est qui Captain Marvel? En 2019, il y a eu 2 films de Captain Marvel. Si vous êtes un fan de BD comme moi, mais un fan de BD d'avant 2012, vous savez c'est qui Captain Marvel. C'est lequel Captain Marvel? C'est Shazam ou bien c'est Carol Danvers? Eh bien, le cas Captain Marvel, j'aime ça en parler parce que c'est un cas où on mélange et les marques de commerce et le droit d'auteur. C'est tout mélangé dans ce cas-là. Comme je vous le rappelle, il y a une vidéo qui parle spécifiquement de ça, mais je vais en parler ici rapidement parce que c'est un très beau cas qui nous permet de comprendre c'est quoi le droit d'auteur, c'est quoi les marques de commerce, c'est quoi la propriété intellectuelle. Donc, Captain Marvel, il y en a 2 Captain Marvel. Non, il y en a plus que 2. Il y en a à peu près 10, je ne sais plus combien il y en a. Il y en a un de chez DC Comics, il y en a un de chez Marvel, il y en a plusieurs des Captain Marvel. Le premier Captain Marvel, c'est Billy Batson. C'est le personnage qu'on a en rouge, qu'on appelle aujourd'hui Shazam. Le problème du Captain Marvel original, Billy Batson Shazam, le personnage qui est habillé de rouge, le gars, c'est que quand il a été créé comme une espèce de Superman pour certains. Donc, il avait les mêmes attributs que Superman en 1939, l'année de sa création. Superman a été créé une année avant. Il était fort, il pouvait voler, il était rapide et il avait un costume rouge flashant, donc qui ressemblait un peu au prototype super-héros à la Superman. Il y en avait d'autres prototypes de super-héros qui ressemblaient beaucoup à Superman. Le problème de Captain Marvel, c'est qu'il était tellement populaire que ses ventes dépassaient à un moment donné les ventes de Superman. Donc, en 1953, DC Comics, qui possédait Superman, ont poursuivi l'éditeur de Captain Marvel pour infraction au droit d'auteur. Oh boy! Bon, la différence qu'il y avait entre Captain Marvel et Superman, évidemment, c'est que Captain Marvel, à l'intérieur du personnage, c'était un enfant de 8-10 ans qui s'appelle Billy Batson. Donc, le concept de Captain Marvel est assez différent de celui de Superman. Mais la poursuite de DC Comics contre Fawcett Comics a fait que Fawcett Comics s'est dit, vous savez, la BD, ça devient compliqué, on a un personnage très populaire, est-ce que ça vaut la peine? Donc, ils ont cessé les opérations, la publication de Captain Marvel, et éventuellement, ils ont tout vendu, leur acquis, leur propriété intellectuelle à DC Comics, qui les avait poursuivis pour essayer de se libérer un peu. C'est ça, la propriété intellectuelle. Entre-temps, il y a un éditeur de BD qui s'appelle Marvel Comics, Stan Lee, Jack Kirby, vous les connaissez, qui se sont mis à publier des super-héros dans les années 60 qui étaient devenus très populaires. En 1967, Marvel en a profité pour publier une BD sur Captain Marvel, en voyant que DC Comics, qui possédait maintenant l'autre Captain Marvel, ne voulait pas tellement le publier. Marvel en a profité, Marvel Comics en a profité de l'espace échappatoire pour créer son propre Captain Marvel et ainsi de suite, et réserver le nom Captain Marvel pour l'entreprise qui s'appelle Marvel Comics. Très ingénieux comme plan. Évidemment, Marvel Comics a appliqué pour la marque de commerce qui pouvait protéger le nom Captain Marvel hors de tout doute contre n'importe qui. DC Comics ayant été trop lent pour réagir, n'a pas bloqué l'application de Marvel Comics. Marvel s'est mis à posséder un personnage qui s'appelle Captain Marvel, mais qui avait été créé plusieurs années après le vrai Captain Marvel, qui avait été racheté de Fawcett Comics par DC Comics.
En 1968, dans les aventures du Captain Marvel, ils ont introduit Carol Danvers comme à l'époque une copine ou version féminine du Captain Marvel de Marvel Comics qui s'appelait Miss Marvel. Après plusieurs années où le personnage changeait des fois de nom, des fois disparaissait complètement de la BD, Marvel Comics a décidé de redonner le titre, plutôt de le donner pour la première fois, à Carol Danvers. Donc, depuis 2012, Carol Danvers est devenue Captain Marvel, tout en sachant que Marvel avait la marque de commerce. Entre-temps, en 2011, DC Comics, qui faisait une mise à jour de tous ses personnages, a décidé une fois pour toutes d'appeler son personnage Captain Marvel Shazam, qui était l'autre nom sur lequel il était connu. Durant toutes ces années-là, DC Comics n'a jamais inscrit le terme Captain Marvel sur les couvertures de BD pour empêcher une plainte de Marvel Comics voulant protéger sa marque de commerce contre DC Comics. Mais à l'intérieur de la bande dessinée, tout le monde savait c'était qui Captain Marvel, c'était Shazam, ou, souvent ce que le monde dit, The Big Red Cheese. Donc maintenant, on a une situation très intéressante, c'est qu'en 2019, comme vous le savez tous, il y a eu un film de Captain Marvel et il y a eu un film de Shazam. Si vous êtes un fan de BD comme moi, vous me demandez combien de films de Captain Marvel est-ce qu'il y a eu en 2019, je vais vous dire qu'il y en a eu 2. Si vous me demandez lequel des 2 était le vrai Captain Marvel, je vais vous dire que c'était l'original. Billy Batson, Shazam, The Big Red Cheese. Après tout, ça fait depuis 1939 qu'il a le nom Captain Marvel. Vous remarquerez que dans le film, les gens se sont amusés à ne pas lui donner un nom. Donc, le cas Captain Marvel, c'est un cas souvent qui nous permet de comprendre qu'est-ce que la marque de commerce et qu'est-ce que le droit d'auteur. Souvent, c'est mélangé. Et dans ce cas ici, comme on peut le voir, c'est très mélangé. Donc, on a des aspects droit d'auteur où DC Comics a poursuivi Fawcett Comics et on a des droits de marque de commerce où, en utilisant le nom, Marvel Comics a enregistré la marque de commerce, lui donnant préséance sur tout le monde pour l'utilisation du terme Captain Marvel sur tout produit et service commercial dans la classe désirée. Donc, c'est quoi les droits intellectuels? Les droits intellectuels, ce sont des droits de propriété, mais des droits de propriété envers des choses qui ne sont pas tangibles. Quand Marvel dit qu'elle a une marque de commerce sur Captain Marvel, eh bien, Captain Marvel, c'est un personnage de fiction. On ne peut pas le prendre dans nos mains. Le droit d'auteur que DC Comics et Fawcett Comics avaient sur Captain Marvel à l'époque, ou que quand DC Comics a dit que Fawcett Comics était en infraction de son droit d'auteur sur Superman, eh bien, encore une fois, c'est encore une propriété qui est intangible. Donc, on parle de propriété intellectuelle, d'une propriété qui n'est pas physique, qu'on ne peut pas toucher. Mais on ne parle pas d'idée comme telle. Ça nous donne un droit exclusif, oui, pour utiliser une ressource, déterminer son utilisation. C'est un droit exclusif pour faire de l'argent à partir de cette propriété-là qui est toujours intangible. On peut la revendre, on peut l'acheter de quelqu'un d'autre. Il y a plusieurs types de propriété intellectuelle. Donc, le droit d'auteur, c'est l'expression d'une idée que l'on se protège. L'expression de cette idée-là, le moment qu'on la crée, on a un droit d'auteur dessus. Les marques de commerce sont l'enregistrement d'un signe commercial qui est exploité par un organisme ou une entreprise ou un individu. Les brevets, c'est la protection intellectuelle qu'on donne à une invention, donc pour une période de temps limitée, aux États-Unis et au Canada, 20 ans. La personne qui a créé le brevet sur une invention va avoir l'exclusivité de l'utiliser dans un marché spécifique. Les secrets industriels, ce sont des secrets sur des procédés qui sont créés, encore une fois, dans des organismes et des entreprises. Les dessins industriels, ce sont des dessins sur des signes que l'on veut protéger. On veut protéger la forme du iPhone. On veut protéger la forme d'une Beetle de Volkswagen. Donc, c'est une protection sur l'apparence, la forme d'un objet, d'un dispositif. Les communs de la connaissance
C'est quoi? C'est le concept, une fois qu'une propriété intellectuelle a été créée, qu'elle retourne au commun de la connaissance plus tard. Donc, les inventions, les créations, tout ce que l'on fait, à part les marques de commerce, éventuellement vont retourner au commun de la communauté plus tard. Donc, l'humanité en entier va pouvoir en profiter. Un exemple d'un commun de connaissances, ce sont tous les contes d'Ésope, tous les contes de La Fontaine, qui sont maintenant dans ce qu'on appelle le domaine public. Ce qui veut dire qu'éventuellement, n'importe qui peut récupérer cette histoire-là et la retravailler et faire quelque chose d'autre avec. Cette connaissance-là appartient à toute l'humanité. La gouvernance de la propriété intellectuelle est faite d'organismes internationaux, de traités internationaux qui permettent de gérer la propriété intellectuelle à travers plusieurs territoires. Donc, on a un traité qui gère le droit d'auteur qu'on appelle la Convention de Berne, qui date de 1886. À l'intérieur de la Convention de Berne, plusieurs autres formes de propriété intellectuelle se sont rajoutées à travers les années, comme on voit dans la liste présentement. C'est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui gouverne tous ces traités-là. Les pays doivent adhérer au système de la Convention de Berne pour permettre la protection de la propriété intellectuelle à l'intérieur de leur polité, de leur territoire et dans les territoires, les États voisins. En ce qui a trait avec la marque de commerce, c'est différent. La marque de commerce, elle est acceptée, elle est protégée par pays. Donc, au Canada, c'est l'OPIC, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, qui gère les marques de commerce, mais aussi les autres formes de propriété intellectuelle. Et c'est la même chose aux États-Unis, c'est le USPTO, donc le United States Patent and Trademark Office, qui gère la marque de commerce. Donc, la marque de commerce est seulement valide à l'intérieur d'un territoire, tandis que, par exemple, si on regarde le droit d'auteur, lui, il est protégé à travers toutes sortes de territoires une fois que l'œuvre a été créée. Je vais vous demander d'écouter les deux vidéos sur le Palm Pre. Donc, le premier, c'est Apple, le iPhone versus le Palm Pre. Et le deuxième, c'est Qualcomm, qui essaie de bannir certains iPhones de certains marchés. Qualcomm a acheté les brevets qui appartenaient autrefois à Palm, qui a été racheté par HP, Hewlett Packard, et ensuite revendu à Qualcomm. Donc, c'est quoi un brevet? Un brevet, c'est le droit d'utiliser de façon exclusive une invention. On va le voir en plus de détails après, comment les brevets sont utilisés au Canada et aux États-Unis. Pourquoi est-ce que je vous parle maintenant de Palm versus Apple, le Palm Pre versus l'iPhone? Ceux qui me connaissent bien savent que mon téléphone préféré, ça fait plus que 10 ans qu'il a été créé, c'est le Palm Pre. J'en ai encore plusieurs à la maison. C'est des maudits bons téléphones qui étaient en avance sur leur temps en tout cas. Le iPhone de Apple, vous savez, je n'aime pas Apple. Quand on regarde le Palm Pre et les téléphones iOS, les iPhones présents, on voit que Apple a beaucoup de fonctionnalités qui ressemblent beaucoup au Palm Pre de l'époque. Quand le Palm Pre a été annoncé en 2009 par Palm à l'époque, avant qu'elle se fasse racheter plus tard, il y avait beaucoup de gens qui ont dit que le Palm Pre contrevenait à plusieurs brevets qui appartenaient à Apple. Ça avait fait beaucoup de presse dans les médias techniques à l'époque. C'était très intéressant. C'était toute une saga à lire. C'était super le fun. Et il y avait eu des coups de feu qui avaient été lancés de chaque côté. Avec Tim Cook à l'époque, le président de chez Apple, qui disait « On a les moyens de se protéger des gens qui volent nos technologies. » Et de Palm de répondre « Nous avons assez d'outils pour nous défendre. » Ce qu'on peut remarquer ici, c'est ce qu'on appelle la stratégie du porc-épic. Quand on parle des brevets. C'est quoi la stratégie du porc-épic? C'est d'avoir assez d'épines sur sa carapace pour être capable d'aller chercher la technologie, la technique chez l'autre, sans que l'autre puisse nous attaquer, parce que si l'autre il nous attaque, on a de quoi se protéger parce que l'autre aussi a été en chercher chez nous. Et c'est exactement le cas qui est arrivé avec Palm. C'est pour ça que c'est aussi fascinant que ça. Qu'est-ce qui est arrivé avec Palm? C'est que Palm, ils ont inventé le téléphone intelligent. C'est pas Apple qui a inventé le téléphone intelligent, c'est Palm qui l'a inventé bien avant cela, avec le Treo. Palm, à l'époque, avait toutes sortes de brevets qui étaient utilisés tels quels dans les premiers iPhones.
et même ceux qu'on voit jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'écran qui change de luminosité quand on met notre téléphone au soleil. Le mode avion, ça appartient à Palm. Être capable de chercher le nom d'un contact juste en tapant les initiales sur son téléphone, ça appartient à Palm. Toutes sortes d'utilités, toutes sortes de pratiques, d'engins qui avaient déjà été inventés que Apple a juste réutilisés. S'il aurait fallu que Apple fasse la guerre à Palm, Apple aurait perdu beaucoup. Donc, dans ce qu'on appelle la guerre des brevets des téléphones intelligents des années 2010, on remarque que la seule compagnie que Apple n'a jamais poursuivie, c'était Palm et ensuite HP. Pourquoi? Parce que probablement que Apple y avait trop d'épines sur le dos à Palm. Il ne voulait pas s'en prendre trop. Après tout, la compagnie qui a inventé le brevet sur le téléphone intelligent ne peut peut-être pas les attaquer directement. Ce n'était pas le cas des autres compagnies, par exemple. On voit que Apple était très agressive dans la défense de ses brevets. Donc maintenant, on va regarder en plus de détails, c'est quoi un brevet? Un brevet, évidemment, c'est appliqué sur une invention. Une invention qui nous donne habituellement un laps de temps, donc plusieurs années, où on peut protéger notre invention et l'utiliser de façon exclusive dans un marché donné. Donc, évidemment, les brevets sont applicables à chaque pays. Il faut enregistrer son brevet dans chaque pays. Dans les marchés les plus importants, c'est là qu'on va enregistrer un brevet. Donc, si je m'appelle Palm, je vais probablement enregistrer mon brevet aux États-Unis. Ensuite, dans un grand pays de l'Union européenne. Ça va me protéger de n'importe quelle autre compagnie qui voudrait faire la même chose que moi. Qu'est-ce qui va arriver avec mon brevet? C'est que si une autre compagnie comme Samsung ou Nokia veulent utiliser la même technologie que soit Palm ou Apple, ils doivent payer une redevance. Donc, ils doivent utiliser une licence pour être capables d'incorporer cette technique-là dans leur téléphone, dans leur technique, pour être capables, eux, de l'utiliser. Ce qui fait que le premier inventeur, la première compagnie qui a inventé le brevet, va se garder l'exclusivité ou recevoir des redevances à chaque fois qu'une autre compagnie, une autre firme, veut utiliser une technologie qui lui ressemble. Les brevets peuvent être vendus, évidemment, d'une compagnie à une autre, et c'est ce que vous allez voir dans le cas de Qualcomm qui a racheté en 2014 plusieurs des brevets qui appartenaient autrefois à Palm. Pourquoi? Parce qu'une compagnie comme Qualcomm, qui à l'époque n'avait pas tous ces brevets-là, c'est dans leur intérêt, eux, de se protéger dans le secteur où elle opère, de se protéger d'autres géants comme Apple, Motorola, BlackBerry, Nokia, Samsung, pour empêcher que ces compagnies-là puissent la bloquer, elle, dans son déploiement. Donc, c'est encore la stratégie du porc-épic qui est utilisée ici pour se défendre. Qu'est-ce qui permet à une entreprise, un individu ou un organisme de breveter une invention au Canada? Bien, premièrement, il faut que ce soit quelque chose de nouveau. Il faut que ce soit utile, fonctionnel, et il faut qu'il y ait quelque chose d'inventif. Donc, il ne faut pas que ce soit quelque chose d'évident. Il ne faut pas que ce soit quelque chose que n'importe qui peut juste penser et refaire le lendemain matin. Au Canada, il y a un monopoly de 20 ans sur tout brevet enregistré. Donc, pendant 20 ans, l'organisme, la personne ou l'entreprise qui a breveté une invention a l'exclusivité sur son exploitation. Si je suis une compagnie pharmaceutique et que j'ai un brevet sur une nouvelle drogue, pendant 20 ans, j'ai l'exclusivité de l'utiliser. Après 20 ans, d'autres personnes peuvent recréer le procédé et je perds mes droits. Ce qui est intéressant ici à comprendre, c'est que si je suis l'entreprise pharmaceutique Pfizer et que je crée une drogue qu'on appelle le Viagra, eh bien pendant 20 ans, je pourrai exploiter exclusivement le Viagra au Canada avec mon brevet. Mais une fois que mon brevet, je le perds, après avoir eu un monopoly de 20 ans, la seule façon pour moi de préserver ma drogue, c'est à travers une marque de commerce. Donc, en vous disant, le Viagra, c'est l'original. C'est pas un produit générique. C'est seulement le nom, c'est seulement la marque de commerce à ce point-là qui va protéger ma drogue. On ne peut pas tout breveter au Canada. On ne peut pas breveter une recette. On ne peut pas breveter
quelque chose qui nous vient de la nature. Je ne peux pas breveter un génome humain ou l'ADN. Les formes de vie ne peuvent pas être brevetées. Et quand je dis les formes de vie, je parle des formes de vie supérieures. Donc, un animal que j'aurais créé en laboratoire, on ne peut pas le breveter. C'est une forme de vie supérieure. Les calculs d'un ordinateur, les procédés pour performer un calcul d'ordinateur ne peuvent pas être brevetés au Canada, mais un logiciel peut être breveté. On ne peut pas breveter un jeu. Je vais vous inviter à regarder la vidéo sur qu'est-ce qu'un brevet qui nous vient de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Le brevet aux États-Unis est similaire à celui au Canada, puisque l'invention doit être nouvelle, pas évidente et utile. Cependant, aux États-Unis, il y a 3 sortes de brevets. Il y a le brevet d'utilité, ou ce qu'on appellerait en anglais le utility patent, le brevet de conception, ou ce qu'on appellerait le design patent, et le brevet végétal. C'est quoi un brevet d'utilité? Ben, le brevet d'utilité, c'est ce que nous, on appellerait au Canada un brevet. C'est tout. Donc, j'ai un nouveau procédé, une nouvelle invention qui me permet de créer quelque chose, d'avoir un processus qui fait quelque chose, une nouvelle drogue, une nouvelle fonctionnalité dans un téléphone mobile. Je mets un brevet dessus. Le brevet de conception, c'est ce que nous, au Canada et dans d'autres pays, on appellerait un dessin industriel. Donc, c'est quoi le dessin industriel? On l'a vu plus tôt. C'est la forme, le style et la figure du iPhone. Je veux me créer une nouvelle clé USB qui a la forme d'une orange. Alors, je vais me créer un dessin industriel au Canada et je vais protéger la forme de ma clé USB qui est en forme d'orange. Aux États-Unis, ce même brevet de conception, ce serait l'équivalent d'un dessin industriel au Canada. Et une particularité aux États-Unis, c'est qu'il y a des brevets pour les végétaux. Si je fais un croisement de 2 sortes de pommes pour créer une nouvelle sorte de pomme, une nouvelle saveur de pomme, je peux avoir un brevet dessus. Tout comme au Canada, les brevets aux États-Unis expirent après 20 ans. On ne peut pas breveter l'ADN aux États-Unis. Je vais vous inviter à regarder le court clip sur la différence entre un design et un utility patent qui est dans la liste en bas de YouTube. Les secrets industriels au Canada sont assez intéressants parce que pour posséder un secret industriel, il ne faut pas le dire à personne. Donc, si vous êtes une entreprise qui avait un droit industriel, si vous êtes une entreprise qui avait un secret industriel, vous ne devez pas en parler. Vous devez prendre toutes les mesures pour le protéger. Ce n'est pas du tout ce qui se fait aux États-Unis. Je vous invite à regarder la vidéo qui a été faite par vos collègues de classe sur le secret industriel. C'est une très bonne vidéo. Le secret industriel aux États-Unis, lui, il est protégé par 2 lois, le Uniform Trade Secret Act et le Economic Espionage Act de 1996. Donc, ils sont plus protégés. L'essentiel ici pour l'entreprise, pour l'organisme, pour l'individu, c'est de garder secret son secret industriel. Mais ce secret peut être enregistré aussi. Le secret industriel aux États-Unis est protégé par des lois des États américains aussi. Donc, il y a 46 États qui ont des règles communes au Uniform Trade Secret Act des États-Unis pour gouverner le secret industriel sans nécessairement obliger les plaignants à utiliser le common law pour se défendre. Le droit d'auteur, c'est l'élément de la propriété intellectuelle le plus important. Il y a plusieurs droits qu'on a. Dès qu'on crée une œuvre, d'après la Convention de Berne, dès qu'on crée une œuvre, le moment qu'elle est créée, nous avons un droit d'auteur dessus. Donc, on a le droit exclusif de pouvoir l'utiliser, la vendre, l'exploiter comme on veut. C'est notre propriété. Cependant, si je travaille pour un employeur, je suis un employé, je n'ai pas de droit d'auteur sur le travail que je génère comme un employé. Mais ça dépend. Moi, comme prof, j'ai un droit d'auteur sur mes cours. J'ai un droit d'auteur dessus à 100%. Je peux le retirer, le remettre en ligne, je peux faire ce que je veux avec. Il y a certains droits qui sont donnés avec le droit d'auteur, comme le droit de faire des parodies. C'est un droit qu'on n'avait pas au Canada autrefois, mais c'est un droit qu'on a acquis récemment. Si vous regardez dans les liens sur YouTube encore, vous allez voir 2 vidéos. Like a Surgeon de Weird Al Yankovic
et Like a Virgin de Madonna. Donc, au Canada, avant tout récemment, on ne pouvait pas faire de parodie. On ne pouvait pas se moquer d'une œuvre qui existe déjà. Maintenant, on peut. Mais aux États-Unis, c'était un droit qui était déjà acquis depuis très longtemps. C'est pour ça que Weird Al Yankovic a fait, il y a plusieurs années, Like a Surgeon, pour se moquer un peu du Like a Virgin de Madonna. Donc, il n'y a pas grand-chose que Madonna peut faire pour empêcher ça. Nous, les producteurs de son album à l'époque, pouvaient faire pour empêcher ça. C'est une parodie, c'est accepté aux États-Unis. Et maintenant, nous avons ce droit au Canada. Il y a plusieurs gens qui pensent qu'un droit d'auteur, il faut l'enregistrer. Plus maintenant. Ça, c'était dans les vieilles règles, mais maintenant, le droit d'auteur, du moment qu'on crée une œuvre, elle nous appartient. Le problème, c'est que souvent, sans enregistrement, faire la preuve que nous avons créé cette œuvre peut être problématique. C'est pour ça que les gens s'enregistrent. Aux États-Unis, autrefois, il fallait absolument que les gens s'enregistrent. Ce n'est plus le cas maintenant. Tout comme les autres pays de la Convention de Berne, maintenant, les États-Unis acceptent le fait que le droit d'auteur existe le moment que quelqu'un a créé quelque chose. Quand on parle du droit d'auteur, on parle du droit à l'expression des idées et non pas les idées. Si j'ai une idée pour un nouveau personnage de bande dessinée, est-ce que j'ai un droit d'auteur dessus? Non, c'est une idée. J'ai seulement une idée sur l'expression de ce nouveau personnage. Donc, il faut que je dessine ma bande dessinée, il faut que je dessine mon personnage, que je crée des vraies aventures avec, avant de pouvoir obtenir un droit d'auteur. Juste en parler comme ça avec quelqu'un d'autre ne me donne pas un droit d'auteur dessus. Le petit symbole C, inclus dans un cercle, est un symbole qu'on peut utiliser pour représenter qu'une œuvre qu'on a est protégée par le droit d'auteur. Le droit d'auteur donne à l'auteur le droit exclusif de reproduire son œuvre. Pour être capable de reproduire l'œuvre de l'auteur, il faut obtenir un dégagement, donc une permission pour réutiliser. L'auteur, en cours, a le droit de demander compensation s'il y a eu une infraction, donc une utilisation non permise de son œuvre. Les travaux dérivés sont aussi interdits. Donc, si vous prenez la gang de Scooby-Doo et que vous vous mettez à faire vos propres BD sur les personnages de Scooby-Doo, bien que l'histoire que vous avez créée avec les personnages de Scooby-Doo est originale à vous, les personnages de Scooby-Doo, eux, ne vous appartiennent pas. Donc, même les travaux dérivés que vous allez faire à partir des personnages de Scooby-Doo vont appartenir automatiquement à Warner Brothers, qui possède le droit d'auteur sur Scooby-Doo. Une question comme ça pour vous. D'après vous, une traduction, est-ce que l'auteur original possède un droit d'auteur dessus ou bien est-ce que l'auteur qui a fait la traduction possède un droit d'auteur complet sur l'œuvre qui a été traduite? D'après vous, qu'en pensez-vous? Après un laps de temps, les œuvres deviennent publiques. À chaque année, au Canada et dans d'autres pays, il y a une série d'œuvres qui deviennent publiques et qui peuvent maintenant être réutilisées et réincorporées dans d'autres travaux. À chaque année, ça arrive. Le droit d'auteur existe pour empêcher autrui d'utiliser nos propres œuvres, ce qu'on appellerait une concurrence déloyale. Pour signifier qu'une œuvre est protégée, même si qu'elles sont protégées automatiquement, il y a une forme que nous devons rédiger en dessous d'une page web, d'un texte, d'un dessin. On peut utiliser la forme qu'on voit présentement dans l'exemple. Je vous ai montré deux formes. Il y a une forme où on voit la date originale de la création, 1996, jusqu'à 2020. Puis on voit la banque de l'abbé. Donc, si on va sur la banque fictive qui s'appelle la banque de l'abbé, on pourrait voir l'indication C pour copyright, donc droit d'auteur, 1996 à 2020, virgule, banque de l'abbé, tout droit réservé. Ça, c'est la forme que vous allez voir souvent, un peu partout, mais c'est pas la forme tout à fait correcte. La vraie forme, c'est celle qui est en dessous. Donc, on place une notice de droit d'auteur avec l'année de la création d'une œuvre. Donc, si j'ai créé une bande dessinée en 2010, je dois, en théorie, garder l'année originale où j'ai créé, où j'ai mis ma page, qui est 2010, c'est cette année-là que je dois indiquer. Donc, il y a des gens, il y a plusieurs organismes qui vont essayer d'indiquer toutes les années. Donc, ils vont dire, ben, j'ai commencé à exploiter en 96 jusqu'à 2020. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment l'année en cours.
l'année où on a créé l'œuvre. Pour les sites web, on va souvent voir qu'ils vont mettre l'année de la fondation du site web jusqu'au présent. Mais c'est pas tout à fait la forme correcte. Donc, le droit d'auteur, on le met vraiment sur l'année en cours. Mais c'est des détails en général. Ce serait plutôt rare qu'une forme de notice de droit d'auteur comme ça se ramasse aux tribunaux. Alors, qu'est-ce qu'on ne peut pas protéger par un droit d'auteur? On ne peut pas protéger un fait historique. On ne peut pas protéger une information scientifique, comme la température. On ne peut pas protéger un fait, comme écrire un texte où on a l'âge de tous les présidents américains. On ne peut pas protéger ces choses-là. On ne peut pas protéger les mesures communes. Donc, des pouces, des centimètres, une mesure d'une personne, d'un objet, on ne peut pas protéger cela. On ne peut pas protéger les recettes. Il y a ce qu'on appelle les scènes à faire. C'est quoi une scène à faire? Ce sont des choses, des faits divers. Un exemple d'une scène à faire, ce serait l'expression « Il était une fois » dans un pays très éloigné. Si je mets ça dans mon roman, dans mon conte, c'est pas quelque chose que je peux protéger avec un droit d'auteur. C'est une scène à faire, c'est très commun. On ne peut pas avoir un droit d'auteur sur ça. Les droits d'auteur, au départ, aux États-Unis, duraient 14 ans. Aujourd'hui, avec toutes sortes d'extensions spécifiques dans le droit américain sur la propriété intellectuelle, un droit d'auteur peut durer jusqu'à 95 ans, donc près d'un siècle. C'est très long. Ça fait partie des grandes plaintes du système de droit d'auteur et de propriété intellectuelle un peu partout. C'est le rallongement du droit d'auteur qui rallonge le temps qu'il faut avant qu'une œuvre puisse revenir au commun de la connaissance. Au départ, le droit d'auteur était fait pour donner à un auteur, un artiste, la possibilité d'exploiter de façon exclusive son œuvre pour quelques années. Mais il y a eu une surenchère qui continue et qui continue. Aujourd'hui, la plupart des droits d'auteur sur les propriétés intellectuelles les plus importantes au monde, pensons Disney, Warner, Universal, sont des propriétés intellectuelles qui sont possédées par des entreprises et non plus par des individus. Et avec toutes sortes de rallongements qui ont été encouragés par les grandes entreprises culturelles, eh bien, beaucoup d'œuvres ne sont plus revenues dans le domaine public, donc n'appartiennent pas encore au commun de la reconnaissance. C'est une des grandes critiques sur le système du droit d'auteur au monde. Quand il y a un conflit sur est-ce qu'il y a une infraction à un droit d'auteur, disons qu'on crée une œuvre qui ressemble beaucoup à une autre, il y a deux tests pour déterminer si l'œuvre a été copiée ou non. Il y a le test qu'on appelle extrinsèque et il y a le test qu'on appelle intrinsèque. Le test extrinsèque vérifie des éléments spécifiques d'une œuvre. La couleur, peut-être, la forme des coups de pinceau, l'épaisseur de la mine utilisée dans un dessin, le matériel utilisé dans une sculpture, le type de mots utilisé par l'auteur. On va regarder tous ces éléments-là et déterminer est-ce qu'il y a eu ou non copie. On appelle ça le test extrinsèque. Le test intrinsèque, lui, est fait d'une autre façon. On va se demander si une personne typique pourrait dire que telle œuvre et telle œuvre, c'est la même chose. Donc, on va poser une question comme ça. Donc, on ne va pas regarder des éléments spécifiques de l'œuvre, on va plutôt se fier sur le jugement d'une personne typique. Est-ce que monsieur, madame, tout le monde pourrait dire que cette souris-là, qui ressemble à Mickey Mouse, c'est vraiment Mickey Mouse? On ne va pas lui demander de rentrer dans les détails de la forme, parce que ça, ce serait un test extrinsèque. La similitude substantielle, ça veut dire, est-ce qu'il y a similarité d'éléments protégés que l'on peut protéger dans une œuvre? Est-ce qu'il y a une similarité sur le titre, sur certains termes qui sont utilisés? Est-ce que j'ai créé un nouveau pays imaginaire qui est repris dans l'autre œuvre que je dis copier la mienne? Donc, on appelle ça des éléments qu'on peut protéger. Donc, est-ce qu'il y a similitude substantielle? Les droits d'auteur au Canada sont basés sur la Convention de Paris adoptée en 1883. Le droit d'auteur au Canada, contrairement au droit d'auteur aux États-Unis, comprend deux éléments. Il y a ce qu'on appelle les droits économiques et il y a ce qu'on appelle les droits moraux.
Les Américains n'ont pas les droits moraux, ils ont seulement les droits économiques. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant à propos du droit d'auteur ressemblait beaucoup à ce qu'on appelle les droits économiques. Donc, les droits économiques sont les droits d'auteur qu'on peut vendre à quelqu'un. On peut se faire embaucher par une entreprise pour leur composer une chanson, pour leur dessiner un dessin, pour leur dessiner une bande dessinée, pour leur faire une peinture. Cependant, les droits moraux, ce sont les droits qui permettent à l'auteur, à l'artiste, de revendiquer le fait qu'il ait créé une œuvre. On ne peut pas vendre les droits moraux. Je répète, on ne peut pas vendre les droits moraux. Les droits moraux, même si que vous travaillez sur une œuvre, ne peuvent pas se détacher de la personne qui a fait l'œuvre. Donc, même si que vous faites un projet, une chanson, un ouvrage, un dessin, une sculpture pour quelqu'un, vous ne pouvez pas vous détacher du droit moral qui dit que vous avez créé cette œuvre. On ne peut pas les vendre. Vous allez voir souvent les entreprises de production dans le domaine de la culture vont souvent vous demander d'abandonner vos droits moraux. C'est arrivé dans le passé avec mes étudiants quand j'étais à Toronto. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de vos droits moraux. Les droits moraux continuent d'exister. On ne peut pas vous les acheter. Le droit moral reste avec la personne qui a créé l'œuvre. Vous allez voir quand vous allez travailler en industrie, vous allez voir des contrats qui vont vous dire vous devez abandonner vos droits moraux. Un droit moral ne s'abandonne pas. Je le répète, il y a beaucoup de requins qui vont s'essayer. Vous ne pouvez pas abandonner un droit moral. Le droit moral reste avec votre personne pour tout le temps. L'exemple que j'ai ici, c'est la sculpture des oies sauvages que l'on peut voir au Centre Eaton à Toronto. Donc, au début des années 80, les gestionnaires du Centre Eaton ont décidé de coller des éléments de Noël sur les oies sauvages qu'avait créé le sculpteur pour le Centre Eaton. Il a été tellement insulté qu'il a intenté une poursuite contre le Centre Eaton. Il a gagné sa cause, même si qu'il avait vendu sa sculpture des oies sauvages au Centre Eaton, le Centre Eaton n'avait pas le droit de mettre des décorations de Noël sur ces sculptures si l'artiste original qui n'avait pas le droit économique d'exploiter les oies sauvages puisqu'il les avait vendues au Centre Eaton, mais il avait quand même le droit de dire « mais je ne veux pas que vous mettiez des décorations de Noël sur les oies sauvages, sur les bernaches que j'ai créées ». Maintenant, le droit d'auteur avait la formulation ancienne du traité de la Convention de Berne qui était 50 ans après la mort de l'auteur. Donc, le droit d'auteur restait 50 ans après la mort de l'auteur, permettant à ses descendants directs de pouvoir exploiter la propriété intellectuelle. Avec la signature du Canada du nouvel accord Canada-États-Unis-Mexique, le droit d'auteur a été repoussé à 70 ans après la mort de l'auteur. C'est quelque chose que je n'aime pas, mais c'est quelque chose que le Canada a dû accepter pour signer le renouvellement sur le libre-échange nord-américain. L'utilisation équitable, donc l'utilisation de documents par des institutions, des individus, des organismes, est un droit que les Canadiens ont obtenu à partir de décisions juridiques. Donc, autrefois, dans le droit d'auteur, les Canadiens n'avaient pas ce droit. Et c'est une poursuite entre la société CCH canadienne limitée et le barreau du Haut-Canada, donc le barreau de la province de l'Ontario, en 2004, qui s'est résolu avec une décision de la Cour suprême du Canada donnant le droit d'utilisation équitable dans le domaine de l'éducation. Ce droit, par la suite, a été codifié dans une nouvelle version de l'Acte du droit d'auteur du Canada qui rajoutait d'autres exceptions, donc d'autres protections qui permettent l'utilisation de contenu par le public. Le but de la Cour suprême et le but des lois sur le droit d'auteur, c'est de créer un équilibre entre les auteurs et le public qui veut utiliser les documents. Donc, le but, c'est de faire en sorte que le public puisse avoir accès à un document raisonnablement, sans toutefois pénaliser les auteurs qui ont créé les œuvres et les documents.
C'est un peu différent de ce qu'il y a aux États-Unis qu'on appelle le fair use. Il y a un peu plus de droits qui sont attribués au Canada. Et le but au Canada, c'est de plus créer une balance entre les droits de l'un et de l'autre. Vous vous souvenez de la vieille maxime qu'on a appris au début du cours en janvier? Les droits de un cessent où les droits de l'autre commencent. Donc, c'est l'esprit de la lettre avec l'utilisation équitable au Canada. Le problème qu'on a avec l'utilisation équitable dans le milieu de l'éducation, c'est que avant 2012, donc quand la loi a été modifiée, c'est que les universités payaient beaucoup de frais à des organismes nationaux qui géraient les licences et le paiement de redevances envers les auteurs. Au Québec, l'organisme qui s'occupe de ça s'appelle Copybec. Donc, depuis 2012, les bibliothécaires des universités ont commencé à vouloir réviser les frais qu'ils payaient à ces organismes-là. Ce ne sont pas les auteurs qui reçoivent l'argent, ce sont des organismes qui gèrent les droits pour les auteurs. Dans les universités, dans le reste du Canada, l'attribution des paiements s'est diminuée et on pourrait dire que les universités en dehors du Québec se sont un peu rebellées et ont demandé que les frais baissent. C'est pas tout à fait le cas ici avec Copybec. Donc, Copybec maintient que les universités québécoises doivent continuer à payer des frais exorbitants. Et si on s'en tient à Copybec, on reviendrait à l'ancien système où tout devrait être payé et qu'il n'y aurait aucune possibilité d'utilisation équitable. C'est la position de Copybec souvent. C'est pas une position que je supporte évidemment puisque je suis professeur à l'université. Souvent, quand on entend Copybec dans les entrevues, Copybec va dire que la situation est grave pour les auteurs, qu'il y a une crise et que c'est du vol presque le fait que les universités ne veulent pas payer le montant que Copybec demande et ainsi de suite. C'est l'exagération et c'est aussi se foutre de la loi du droit d'auteur qui permet l'utilisation équitable au Canada. Je vais vous demander d'écouter une entrevue avec Copybec qui se plaint de la perte de revenus dans une entrevue à Radio-Canada, RDI. Le lien est dans la section « Autres liens » dans vos diapos. La grande distinction du droit d'auteur aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas de droits moraux, ou plutôt les droits moraux sont très limités, sinon presque inexistants. Il y a aussi le concept de l'employé qui crée une œuvre versus le contractuel ou l'entrepreneur indépendant qui est embauché pour créer une œuvre. Donc, l'employé qui est rémunéré n'a pas de droit d'auteur sur son travail. Le contractuel a un droit d'auteur s'il n'est pas spécifié que le travail est fait comme employé ou que l'assignation du droit d'auteur n'est pas spécifiée clairement dans le contrat qui lie les deux parties dès le départ. Par exemple, dans le cas d'un musicien qui crée un jingle pour une annonce publicitaire, si ce n'est pas spécifié, le client reçoit une licence pour utiliser la musique qui a été composée par le musicien. Donc, dans ce cas-là, le musicien garde son droit d'auteur sur la chanson, sur la musique qu'il a créée, même si cette dernière a été faite à la demande d'un client. Le créateur ici a 35 ans pour faire valoir ses droits s'il veut empêcher le client d'utiliser son œuvre. Donc, même s'il n'y a pas de droits moraux directs aux États-Unis, la façon dont les droits sont attribués aux contractuels donne beaucoup plus de droits que les droits moraux qui, eux, ne sont pas économiques. Puisque c'est un amendement de 1976, ça a créé beaucoup de problèmes depuis ce temps-là. Les cas les mieux connus nous viennent de la bande dessinée, avec les créateurs de plusieurs personnages originaux comme Superman ou les personnages Marvel avec Jack Kirby, où la question se pose, est-ce qu'ils étaient des contractuels ou des employés? Est-ce que leurs descendants ont le droit de contrôler la propriété intellectuelle générée dans ces bandes dessinées? Il faut le rappeler que même dans ces cas-là, même si les familles reprennent le contrôle sur le droit d'auteur, elles n'ont pas le contrôle des marques de commerce, des mêmes personnages. Le droit d'auteur a créé beaucoup de problèmes car il y a toujours eu une extension. Maintenant, on est rendu à 70 ans après la mort de l'auteur et jusqu'à 95 ans pour un contractuel. La loi américaine qui a rallongé le droit d'auteur en 1998 s'appelle le Sonny Bono Act
ou la loi sur l'extension du droit d'auteur. Pourquoi le Sonny Bono Act? Bien, le nom provient du musicien-interprète qui était marié avec la chanteuse Cher. Sa dernière épouse est celle qui a poussé et qui a mis vers l'avant les amendements à la loi du droit d'auteur aux États-Unis. Donc, en son honneur et celui de sa dernière épouse, on a nommé l'acte d'après lui. Le fair use aux États-Unis est l'équivalent du fair dealing ou de l'utilisation équitable au Canada. Ce droit-là donne le droit aux parodies. Ça donne aussi le droit aux bibliothèques de reproduire un document qui est en voie d'être détruit, dont il ne reste plus d'autres copies. Donc, si un document est en train de se détériorer, les bibliothécaires ont le droit de faire une copie pour le protéger. Les parodies sont protégées, non pas la satire. Les engins de recherche ont le droit de prendre des parcelles de documents et les afficher dans leurs résultats. Maintenant, on va aborder le sujet de la culture participative ou la convergence de la culture et du droit d'auteur. On va s'amuser un petit peu. Écoutez les 4 vidéos de musique qui sont citées dans les liens en dessous. Donc, il y a Crazy About Her de Rod Stewart, I'm Your Baby Tonight de Whitney Houston, la chanson thème du dessin animé des X-Men des années 90 et le mash-up de I'm Your Baby Tonight et la chanson thème des X-Men. Bon, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est que la culture, même si qu'elle est enregistrée sous un droit d'auteur, c'est que la culture, on peut la partager, ou plutôt les gens partagent et s'approprient la culture, même s'il y a un droit d'auteur dessus, et refont des choses. Dans le cas qu'on a ici, c'est un cas où, d'après ma connaissance, ni Rod Stewart ou les musiciens et les compositeurs qui ont travaillé avec lui, ni ceux qui ont travaillé avec Whitney Houston et ni ceux qui ont travaillé sur le dessin animé des X-Men ne pensent avoir emprunté ou réutilisé quelque chose qui appartenait à l'autre. L'original, c'est Crazy About Her de Rod Stewart et I'm Your Baby Tonight de Whitney Houston est apparu quelques années plus tard, 2 ans exactement. C'est la même chanson. C'est la même musique en arrière. Mais personne n'a rien dit à l'époque, il semblerait. Et ensuite, quand le dessin animé des X-Men, qui a été composé par M. Ron Wasserman, un thème de dessin animé très populaire dans les années 90, qui a été repris dans les films des X-Men depuis. Donc, son thème était pourtant la même chose que les 2 autres chansons qui étaient apparues avant. C'est ça la culture. C'est ce qui fait partie du fun de la culture, mais on va voir avec la convergence de la culture comment les gens se réapproprient des éléments qui sont sous protection du droit d'auteur et refont autre chose avec. Vous allez vous amuser en écoutant les 4 tunes en tout. Dites-moi si vous pensez que c'est la même chose ou pas. Récemment, j'ai remarqué que Get Lucky de Daft Punk, le groupe français, c'est la même tune que 1990 de Jean Leloup, le Canadien. OK, pas la même tune, pas la même chanson, mais très similaire. Très, très, très similaire. Ça m'a amusé, ça aussi. Il semblerait que M. Jean Leloup, ça ne le dérange pas que Daft Punk ait fait une chanson qui ressemble beaucoup à son succès fétiche 1990. Écoutez les 2 chansons et c'est à vous de décider s'il y a une grande ressemblance entre les 2. On va regarder la culture participative. La culture participative, c'est un concept inventé par M. Henry Jenkins de USC Annenberg en Californie. Donc, c'est quoi ce concept-là? C'est un concept où les gens se réapproprient la culture, se réapproprient les contenus et ne sont pas seulement que des consommateurs, mais aussi des producteurs de contenu. Les contenus sont créés en classe, sont créés dans l'environnement, sur le web, partout. Et il y a une interaction constante avec cette culture-là. Donc, on n'a plus tout à fait le modèle producteur-consommateur. Ces choses-là changent. Avec M. Jenkins, il met beaucoup d'emphase sur le côté éducation de la culture participative où il dit que les gens comme vous, les étudiants de votre âge, vous consommez beaucoup de choses sur le web, ce qui vous aide à vous former vous-même.
à vous éduquer. Vous allez remarquer que ce concept ressemble au connectivisme qu'on a vu dans le cours Théorie et pratique des médias émergents. La grande différence avec le connectivisme, c'est que dans le connectivisme, les étudiants consomment le contenu. Avec la culture participative de Jenkins, les étudiants et les autres utilisateurs du web créent le contenu, le partagent aussi, en plus de s'éduquer eux-mêmes à partir du contenu qui a été généré par eux et par d'autres. Il faut aussi rappeler que le connectivisme nous vient des sciences de l'éducation, tandis que la culture participative, elle, nous vient des communications et de l'étude des sciences et techniques. Quels sont les exemples de culture participative? Bien, on a Wikipédia, la plus grande encyclopédie qui est créée par tout le monde. Les médias sociaux, évidemment, YouTube, les BD en ligne, les enregistrements sur SoundCloud, les critiques de livres, d'ouvrages sur Goodreads. Donc, je vous invite à regarder les 2 vidéos de M. Jenkins. Ils sont assez courts et ça va vous donner une belle approche sur qu'est-ce que la culture participative et comment est-ce que ça peut se relier avec ce qu'on va regarder maintenant, qui est la culture de convergence. La culture de convergence, c'est l'appropriation par le public de contenu sous droit d'auteur. Donc, c'est quand les fans de Harry Potter se mettent à écrire leur propre version d'aventure de Harry Potter. C'est les fan films, donc les films courts sur des personnages populaires de fiction qui explorent des histoires créées par les fans. C'est aussi quand on mélange plusieurs contenus ensemble pour en créer un nouveau. Donc, l'exemple qu'on a eu tout à l'heure avec le vidéo X-Men Whitney Houston, c'était un match-up. Donc, on a pris 2 chansons différentes, 2 musiques différentes et on les a combinées dans un seul élément avec un vidéo qui mélangeait du contenu du dessin animé et du vidéo de la chanteuse Whitney Houston. Donc, ce que les disques jockeys ont toujours fait dans les bars, dans les discothèques, en mélangeant plusieurs musiques ensemble, ça fait partie aussi de la culture du mash-up. La seule nuance, c'est que dans la culture du mash-up, les éléments sont souvent mis en ligne. Au Canada, une décision de la Cour suprême permet les mash-ups et même de les mettre sur YouTube. Cependant, la portée de cette décision sur les autres formes de culture participative reste à être déterminée. Mais aux États-Unis, c'est une autre affaire. Le problème de la culture de convergence, c'est qu'il y a des conséquences juridiques à cela la plupart du temps. On ne peut pas prendre le contenu d'un tel et le mélanger dans un autre sans payer des droits d'auteur. La culture de convergence va à l'encontre même du droit d'auteur, on pourrait dire, parce que, encore une fois, les gens du public se réapproprient la culture avant même que la loi leur dise que la culture est retournée au domaine public ou le commun de la connaissance. Un bon exemple ici de la culture de convergence, avant même qu'on ait le web, c'est The Power of Darkness, qui est un roman de l'Islande qui traduisait Dracula de Bram Stoker, mais avec une histoire complètement divergente de l'original. Mais à l'époque, au début du 20e siècle, l'auteur Bram Stoker a vraisemblablement approuvé cette version qui divergeait. Beaucoup de gens disent que cette version-là de Dracula est meilleure que l'original. C'est à vous de décider. Les marques de commerce s'identifient par le petit R dans le cercle. Quand vous voyez le TM dans un cercle, c'est que la marque n'est pas enregistrée. Le R dans le cercle nous fait savoir que la marque a été enregistrée auprès d'une institution comme l'Office de la propriété intellectuelle du Canada ou le USPTO aux États-Unis. On peut aussi avoir ce qu'on appelle une marque déposée. C'est une marque qui est en cours d'enregistrement et d'approbation. Vous voyez souvent ça avec le sigle MD à côté de la marque. Qu'est-ce que ça nous donne une marque? Ça protège un nom. Et qu'est-ce que cette protection-là nous donne? C'est la meilleure protection qu'on peut avoir pour un nom au Canada et aux États-Unis. Donc, ça peut même protéger un nom de domaine. Donc, si vous avez un nom de domaine et vous avez une marque qui est associée avec, genre Toon Doctor, ayant la marque de commerce, vous avez protégé votre nom de domaine automatiquement. Donc, quelqu'un qui voudrait s'enregistrer toondoctor.com et que vous possédez la marque de commerce Toon Doctor serait en mauvaise position. Qu'est-ce qu'on peut enregistrer? On ne peut pas enregistrer un terme générique. Donc, le ciel, je ne peux pas enregistrer ça. Et probablement pas le ciel bleu. C'est trop générique. Il faut vraiment que ce soit spécifique. Qu'est-ce qu'on veut enregistrer? La dilution, c'est un cas qui arrive souvent. À chaque fois que vous dites « je vais googler ça »
ou j'ai un frigidaire, bien, vous utilisez une marque de commerce et en l'utilisant comme un verbe, comme un nom commun, vous participez à diluer cette marque de commerce. C'est pour ça que vous allez voir Google toujours vous encourager à faire une recherche et non pas vous dire, vous pouvez faire un Google là-dessus ou vous pouvez faire un YouTube si vous voulez parler de la production vidéo. Donc, ils vont vous encourager à utiliser les termes parce que le plus que le terme devient un terme générique dans le langage commun, eh bien, ça risque sa dilution et donc ils ne pourront plus protéger leur marque. Les gens, les entreprises, les organismes qui enregistrent une marque doivent la protéger activement. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se prête à emprunter de la marque, à utiliser la marque, ils doivent protéger leur marque. Donc, une façon pour faire protéger sa marque, c'est de mettre le petit R dans le cercle à côté de sa marque à chaque fois qu'on l'utilise. Les marques de commerce ont un temps de durée limité, pas plus que 15 ans. Elles doivent être renouvelées à chaque fois. Contrairement aux autres formes de propriété intellectuelle, tant que vous renouvelez votre marque de commerce, vous la possédez. C'est pour ça que même si Disney va perdre Mickey Mouse un jour, que Warner va perdre Superman un jour, en termes de propriété intellectuelle, en termes de droit d'auteur, tant qu'ils continuent à posséder la marque de commerce et l'utiliser activement, ils auront toujours une protection sur le nom Mickey Mouse, sur le nom Superman. Quand on enregistre une marque de commerce, on enregistre soit un produit ou un service, ou ce qu'on pourrait plutôt appeler une classe de produits et services. Donc, si je veux enregistrer une marque de commerce pour un commerce qui fait des balles de golf, je vais mettre tous les équipements sportifs, incluant les balles de sport, les balles de golf, autour, peut-être des vêtements qui ont rapport avec le golf, ce sport-là. Mais est-ce que je pourrais enregistrer ma marque pour inclure un album de musique, une bande dessinée, une émission de télévision? Probablement pas. Il faut que je sois capable de justifier l'utilisation de cette marque dans un produit et service spécifique. Donc, quand on enregistre une marque de commerce, on l'enregistre pour une classe spécifique. Quand vous enregistrez une marque de commerce, vous avez le choix d'enregistrer le terme ou un dessin ou un symbole. Quand vous enregistrez le terme, disons balle de golf du Saguenay, vous avez une protection sur l'utilisation du terme balle de golf du Saguenay. Si vous enregistrez seulement le logo ou un dessin qui représente les balles de golf du Saguenay, vous avez seulement une protection pour le dessin ou le logo. Vous n'avez pas une protection pour le nom comme tel. Donc, si vous voulez enregistrer une marque de commerce, je vous suggère d'enregistrer le terme par écrit et non pas le dessin. Vous pouvez enregistrer le dessin par après. Quand on veut enregistrer une marque de commerce, on doit vérifier au Canada et aux États-Unis si cette marque existe déjà. Au Canada, pour effectuer une recherche pour une marque de commerce, mais aussi pour l'incorporation d'une entreprise au fédéral, on doit vérifier le numéro de nuance. Le numéro de nuance, qu'est-ce que c'est? C'est la base de données du gouvernement fédéral d'Industrie Canada qui nous permet de vérifier les enregistrements d'un terme, soit d'une marque de commerce ou d'une incorporation fédérale, et voir si le terme est disponible. Alors là, ici, je vais vous demander de faire une recherche nuance pour un terme en particulier. Ça va revenir dans l'examen. Je vais vous demander d'être capable d'apprendre à trouver si un terme a été utilisé au Canada ou pas avant d'être capable de procéder à un enregistrement de votre marque. La première chose à faire, c'est toujours vérifier le numéro nuance. Donc, dans les liens un peu plus bas, vous allez voir le lien direct vers le site d'Industrie Canada qui nous permet de chercher un numéro de nuance. Le terme que vous allez rechercher est le terme super-héros. Dans le cas fictif qui nous intéresse présentement, on veut vérifier quelle compagnie, si ça existe déjà même, a enregistré le terme Superheroes au Canada dans les classes de produits qui concernent la bande dessinée. Donc, il y a plusieurs exemples, comme vous voyez ici, il y en a 17. Ce n'est pas tous des gens qui font de la BD. Alors, vous devez vérifier. Vous devez faire cet exercice individuellement, ne vous aidez pas. Maintenant, vous allez me dire, monsieur,
La page nuance ne nous permet pas d'ouvrir les résultats. C'est exact. Alors, pour faire ça, il faut aller sur le site de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et explorer sa base de données. Encore une fois, vous allez suivre le lien que je vous ai donné dans les liens en bas pour aller sur la page et chercher le terme Superheroes. Vous allez maintenant être capable d'ouvrir tous les résultats et de voir lequel est enregistré ou pas par une compagnie de bande dessinée, donc une compagnie qui publie de la bande dessinée. Vous devez être capable, en faisant cet exercice, de lire le résultat pour voir quand la marque a été enregistrée, quand elle a été déposée la première fois en attente d'enregistrement, est-ce qu'elle est encore exploitée, est-ce qu'elle a été renouvelée ou est-ce qu'elle est échue déjà ou abandonnée. C'est à vous de déterminer toutes ces choses-là. Encore une fois, ça revient à l'examen. Je veux que vous soyez capable de faire des recherches sur les bases de données des marques de commerce. Vous devez faire l'exercice, encore une fois, individuellement, ne vous aidez pas. Je veux que vous soyez capable de faire une recherche vous-même, sans aide. Ça demande un peu de travail la première fois, mais c'est pas trop difficile. Finalement, vous allez faire une recherche sur TESS, qui est la base de données du USPTO, pour encore une fois le terme Superheroes. Vous allez voir quand et qui a enregistré cette marque-là pour la première fois. Cette fois-ci, faites attention, il y a beaucoup plus de super-héros aux États-Unis qu'il y en a au Canada. Vous devez être capable de trouver le bon résultat. Faites attention, il y a les termes singuliers, il y a les termes pluriels, il y a les termes collés et il y a les termes décollés. Vous devez être capable de trouver le bon. Quelle entreprise de bande dessinée a enregistré le terme super-héros en premier? Vous devez être capable de déterminer l'enregistrement, encore une fois, la classe de produit. Donc, on recherche évidemment un éditeur de bande dessinée. Est-ce que la marque a été renouvelée? Est-ce qu'elle est abandonnée? Ça revient à l'examen. Je sais que vous allez vouloir vous aider entre vous pour faire ces recherches. Ne le faites pas. Une des compétences que vous devez avoir, c'est être capable de faire une recherche dans les bases de données des deux gouvernements pour trouver une marque de commerce. Mais vous ne pouvez pas apprendre à le faire si quelqu'un vous donne la réponse. Vous devez être capable de trouver les termes vous-même. Ça va revenir en examen et vous n'aurez pas vos copains à côté de vous pour vous aider. Donc, n'aidez pas vos collègues de classe. Tout le monde devrait être capable de trouver les réponses et quelle entreprise a enregistré la marque de commerce Superheroes aux États-Unis et au Canada. C'est très facile, ça prend un peu de travail, mais vous êtes capable. Ne vous aidez pas, faites-le individuellement. Parce qu'à l'examen, vous allez le faire individuellement aussi. Et vous n'aurez pas le temps de vous faire aider par quelqu'un d'autre. Bon, c'est la fin du cours d'aujourd'hui sur la propriété intellectuelle. Je sais que c'est un des cours que la plupart d'entre vous attendiez et pourtant c'est le dernier du semestre. S'il vous plaît, écoutez tous les vidéos, faites vos lectures et pratiquez la recherche dans les 3 bases de données que je vous ai demandé d'essayer aujourd'hui de façon individuelle. Ça va revenir au quiz et à l'examen. Vous devez être prêt à effectuer une recherche dans les 3 bases de données, dans un quiz ou dans un examen. La seule chose qu'il nous reste à faire maintenant, c'est regarder la citation légale à la McGill. Et ça, je vais mettre la vidéo en ligne le plus tôt possible pour vous. À bientôt!